Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Bonjour Eric, comment est-ce que tu vas? Bonjour Julien, je vais très bien, je vais très bien. Prêt à faire apprendre plein de choses à plein de gens et de partager toutes les belles créations que tu as faites? Je vais essayer, ouais. Super. Alors juste avant de commencer, on va attendre que les dernières personnes se connectent. On va laisser encore un petit peu de temps, hein, il est jamais que 32. Est-ce qu'on peut me confirmer en attendant dans le chat si on entend bien? Est-ce que vous avez bien le son de Eric, de moi-même? Comme ça, on peut être certain que tout fonctionne et qu'on est prêt à démarrer. Alors, on me dit que c'est OK, donc on est bon. C'est bien, Eric. Première étape passée. C'est parfait. Alors, on est là aujourd'hui pour écouter du coup le témoignage d'Éric, Éric Houdard, hein, je le représentais un petit peu après, en attendant que les gens nous rejoignent. Donc ce live ici, on va durer environ 3/4 d'heure pour comprendre un petit peu comment Éric s'est lancé dans la CNC, ce qu'il fait avec la CNC et vous parler un petit peu de plein de projets qu'il a. Vous allez voir, il y a des très chouettes choses que Éric fait. On vous montrera, il a préparé des petites choses à vous montrer. Si vous avez des questions pendant le live, on a une séance questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas, on prendra un petit quart d'heure pour répondre à tout ça. Donc, on essaye de parcourir ici plein de questions pour comprendre un petit peu comment Eric fonctionne avec la machine et ses apprentissages. S'il y a des choses qui vous viennent en tête, posez-les dans le chat. J'ai mes collègues, vous les avez peut-être déjà vus passer, qui peuvent vous répondre instantanément si c'est des questions plus techniques. Si c'est d'autres choses, on repassera dessus par la suite. À la fin pour pouvoir répondre à tout ça et que vous puissiez avoir tout ce qu'il vous faut pour répondre aux questions quand on a l'occasion de le faire à la fin. Eric, c'est toi qui vas principalement parler aujourd'hui, hein, on est là pour t'écouter toi. Mais je vais commencer juste un petit peu par resituer pour les personnes qui nous découvrent ici ce qu'on est et ce qu'on fait. Tout d'abord, je me permets de me présenter. Donc moi, c'est Julien de l'équipe de Mecanica. Mon rôle chez Mecanica, c'est de vous accompagner, vous des personnes qui veulent se lancer dans un projet CNC, des personnes qui disent en fait, est-ce que je pourrais faire ça? Je fais ça actuellement, comment est-ce que je pourrais arriver à le rendre plus efficace, etc. Est-ce que c'est le bon outil? Toutes ces questions-là, nous, on est là pour vous aider. Donc, si vous avez quelque chose en tête, que vous connaissez déjà un petit peu, mais que vous voulez en discuter, contactez-nous sur notre site internet. Et alors, vous avez mes collègues ou moi-même, on reviendra vers vous et on pourra discuter un petit peu de tout ça. Et pour recontextualiser rapidement, pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu parler de Mecanica et qui débarquent aujourd'hui pour apprendre beaucoup de choses très intéressantes, Mecanica, on est une entreprise belge située à Bruxelles. Les Français d'entre vous vont très vite entendre mon accent. J'essaierai de faire attention aux 70 et tout ça, mais c'est toujours un petit peu piégeux en tant que Belge. On a une équipe du coup d'une vingtaine de personnes. On a déjà un petit peu grandi depuis la photo que vous voyez ici. Et on conceptualise, on dessine, on prototype et on prépare des machines ici complètement en atelier à Bruxelles. L'idée, c'est qu'on va s'adresser à peu près tout le monde qui a un projet, que vous soyez débutant, hobbyiste, que vous ayez un projet qui n'existe peut-être même pas encore, ou que vous soyez à l'opposé un artisan ou quelqu'un qui veut faire de la production. On a différentes gammes de machines, de produits qui vous permettent de pouvoir soit passer l'étape supérieure à votre projet, voire peut-être mettre le pied à l'étrier pour démarrer là-dessus. Dans le principe de nos machines, dans le principe de ce qu'on fait chez Mecanica, on va en parler avec Eric ici juste après, mais on veut rendre tout ça complètement modulaire. En fait, l'idée, c'est que vous achetez une machine, vous achetez quelque chose pour faire vos projets, mais vous achetez quelque chose dont vous connaissez l'origine, dont vous connaissez les composants et dont surtout vous maîtrisez le fonctionnement. Parce qu'il y a souvent des projets comme ça, on sent que c'est inaccessible ou on n'a pas forcément les armes pour pouvoir l'utiliser. Ici, chez nous, l'approche, c'est j'achète quelque chose en totale transparence, je sais comment ça fonctionne, je sais aussi du coup pouvoir faire le réparer si jamais il y a des soucis, à faire des actions de maintenance, des choses comme ça, pour qu'en fait vous puissiez utiliser un outil qui soit là et qui puisse durer à terme, puisque tout est réparable. Tout est également modulaire, on en parlera avec Eric juste après, pour que vous ayez quelque chose qui puisse évoluer avec vos besoins et en fonction de votre projet. Une autre mission de Mecanica, c'est de rendre tout ça accessible. Alors, il y a accessible financièrement, bien sûr, pour avoir des machines qui soient abordables pour tout stade de projet, mais aussi accessible
technologiquement, parce que la CNC, ça peut au début faire un petit peu peur. Et du coup, nous, on met un point d'honneur au fait à ce qu'on renseigne tous nos apprentissages. On vous met tout ça dans des articles, dans des vidéos, dans des ressources pour que vous puissiez vous-même vous plonger là-dedans avec du matériel de qualité. Et ça passe notamment avec ce genre de session qu'on fait aujourd'hui, partager des témoignages utilisateurs et aussi prendre le temps d'écouter un peu toutes les questions de ce que vous avez, etc. Voilà, comme ça vous savez un petit peu dans quoi on se situe. Je vais moins parler par la suite. C'est Eric qu'on est venu écouter aujourd'hui. Et je pense que ça illustre exactement ce côté d'accessibilité aujourd'hui, c'est de rendre ça disponible et du coup de laisser la parole aussi à des utilisateurs pour vous partager leur témoignage. Alors Eric, on en parlait avant. Je te demandais comment te présenter. Tu avais l'humilité de dire « présente-moi comme un passionné ». Moi, je pense que tu es un passionné, mais qui arrive à faire des très belles choses quand même. Je vais te laisser peut-être te présenter, voir, expliquer un petit peu quel est ton parcours rapidement avant d'arriver à la CNC et tout ça. Voilà, qui es-tu, que fais-tu, où vas-tu? Dans quelle étagère? Ouais. Bon, écoute, moi, je suis bonjour à toutes et à tous déjà. Moi, je viens du monde de l'informatique. J'ai commencé par la technique. J'ai suivi tout au long de ma carrière les débuts de l'informatique jusqu'à il y a quelques années. J'ai travaillé pour Hewlett-Packard, j'ai travaillé pour Intel, c'était ma dernière boîte, et je suis parti de la technique pour évoluer tout doucement au fil des opportunités vers le commercial. Et j'ai terminé ma carrière en étant directeur commercial chez Intel au niveau de l'Europe. Voilà. Ok, intéressant. Et d'où t'es venu comment en es-tu arrivé à avoir une CNC aujourd'hui? Tu avais un petit parcours de tu fabriquais des choses? Oui. Déjà, j'ai toujours été bricoleur. Et puis surtout, quand tu es directeur commercial, tu travailles avec beaucoup d'argent virtuel, puisque tu travailles sur des grosses affaires de plusieurs millions de dollars, etc. Mais tu vois jamais la couleur de ce que tu vends, ni la taille des machines, etc. Et je pense que j'avais besoin de revenir à des sources de base qui fabriquaient quelque chose de concret, qui va durer, qui va rester chez des amis, dans la famille, etc. Et ouais, je suis content quand j'ai passé une journée dans mon atelier de voir que j'ai fabriqué quelque chose et que ça va rester. Revenir au manuel après. Exactement. Comment t'en es arrivé à se dire, ok, je fais moi manuellement, je fais des objets et je passe à la CNC. T'as eu un déclic, c'était par étapes. Comment est-ce que t'en es arrivé là Alors, ouais, j'ai commencé à m'intéresser par l'ébénisterie, le bois, toutes ces choses-là. Encore une fois, quelque chose de matériel qu'on peut toucher, qui est sympa à regarder, qu'on peut manipuler. Donc, j'ai réfléchi déjà à essayer de faire une formation. J'ai regardé pour faire un CAP, etc. Et quand je regardais le contenu de ce qu'ils proposaient, c'est tout de la méthode traditionnelle. Tu apprends à faire des tenons, des mortaises, tu passes des heures avec ton petit ciseau à bois, à faire tes tracés, machin, à la perceuse, à déboucher tes... Et ça m'intéressait pas plus que ça. Et ce qui manque aujourd'hui, je pense, dans les formations traditionnelles d'ébénisterie, de menuiserie et compagnie, c'est la présence du numérique. Et très vite, quand j'ai commencé, j'ai trouvé que c'était laborieux de faire, déjà, ne serait-ce que d'affûter tes outils, c'est laborieux. Il y a des techniques qui ne s'apprennent pas comme ça. Et je me suis dit, j'étais séduit par la Shaper Origin. Et j'ai commencé comme ça, parce que justement, il y a du numérique dedans. Alors, c'est très bien, c'est une super machine. Mais rapidement, j'en ai eu marre de passer mes journées, mes heures, des heures et des heures derrière la machine, à tenir la machine et à avancer tout doucement en suivant un trait avec un petit écran comme ça. Ça ne me plaisait pas. Et j'avais envie de continuer à préparer des choses pendant que la machine faisait le boulot pour moi. Et c'est là que l'idée de la CNC m'est venue. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément, la Shaper Origin, c'est un système de défonceuse, mais qui va rectifier en fait nos déplacements. Et donc on va lui donner une forme à pouvoir suivre et on va semi-automatiquement, on va la diriger et lui-même va nous faire la découpe. C'est généralement une bonne première étape vers le fraisage numérique complet. Ouais. Mais ça peut amener justement, comme tu as là, on a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas, qui disent voilà, je veux faire des choses plus précises, tout ça. C'est une bonne première approche et ça reste très très complémentaire avec ce qui se fait à la CNC après. Je suppose tu t'es rentré tu t'es dit voilà, j'ai besoin de l'étape supérieure, j'ai besoin d'automatiser, je veux passer à une CNC.
Quel a été ton chemin de pensée? Comment est-ce que tu en es arrivé à dire je vais contacter Mechanica et pourquoi est-ce que tu es venu vers nous? Eh ben, parce que la Shaper, déjà, c'est tout simple. Et puis, je voulais quelque chose un petit peu plus, où j'avais un peu plus la main, faire du 3D, faire du 2D et demi, comme on dit, usiner en relief. Et ça, tu peux pas vraiment le faire avec la Shaper. La Shaper, tu te contentes de faire des coupes, des choses comme ça, des découpes, de faire des poches. Mais je voulais aller un peu plus loin et je regardais des automatismes de CNC 5 axes. Et là, tu te dis, waouh, c'est magnifique à voir travailler. Et je me suis dit, bon, bah voilà, je voudrais mettre un pied là-dedans. Et puis, il y avait aussi la partie numérique, programmation, développement des choses que tu as envie de faire. Et la CNC s'est imposée toute seule. Donc, j'ai contacté un certain nombre, j'ai regardé, j'ai fait une petite étude de marché déjà pour choisir ce que je pouvais prendre. Comme je regarde beaucoup de tutos en américain, j'ai regardé bien sûr des machines, des modèles américains. Et là, très vite, les prix étaient prohibitifs, les frais d'expédition étaient très, très élevés. Et puis, je me disais, si j'ai un problème ou n'importe quoi, ça va mettre des jours pour avoir des pièces, des choses comme ça. C'était compliqué. J'ai regardé quelques autres constructeurs sur l'Europe. Rien ne m'a vraiment séduit et rien n'était de la qualité de ce que proposait Mechanica au prix que proposait Mechanica. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé chez vous. Et il y a une autre chose qui me plaisait aussi, c'était le fait que vous étiez open source. Et je me disais, bon, si demain Mechanica va pas bien, je pourrais toujours me débrouiller sur le monde de l'open source. Alors que si j'ai une machine propriétaire, je suis coincé. Ma machine est foutue, j'ai perdu des sous. Ouais, on va toucher du bois. Hein. Touche du bois. Mechanica ira bien demain, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est clair, c'est clair. Effectivement. Je vous suis maintenant, je suis confiant. C'est très chouette. Et c'est grâce aussi à des gens comme toi. Merci d'en faire partie. Je me souviens de nos premiers échanges qu'on avait eus ensemble. Effectivement, tu parlais de beaucoup de marques et tout ça. Finalement, tu as commencé avec notre modèle Evo, qui est le modèle vraiment de démarrage pour plutôt de la prise en main de machines et tout ça. Comment ça s'est passé pour toi au début? Quelles étaient tes premières choses avec cette machine? Quel était ton ressenti? La première chose, c'est que quand on reçoit la machine, elle arrive sur une palette, elle est en petits morceaux. Il y a 1000 vis, 1000 boulons, 1000 morceaux d'aluminium. On ne sait pas par quel bout prendre la chose. Ça fait un peu peur. Et puis, je pense que vos tutos sont super bien faits. Et du coup, on avance étape par étape, on retrouve les pièces, elles sont bien numérotées, on arrive à s'en sortir. C'est laborieux, il ne faut pas imaginer faire ça en 1 heure le soir sur le coin d'une table. Il faut vraiment s'appliquer, faire le montage, procéder étape par étape. Et à la fin, j'ai tout branché, pof, c'est parti, ça a marché. D'ailleurs, c'est assez excitant parce que quand on voit la machine qui prend forme, à la fin, on met en route et ça démarre, on bouge, c'est chouette. Le projet se construit et puis tu fais waouh, c'est moi qui l'ai fait. Il se construit, ouais, c'est bien, mais je pense que ce qui est vraiment très bien dans cette démarche, c'est que on apprend comment est faite notre machine. Et du coup, on sait exactement où se trouve quoi et à quoi ça sert. Et on comprend comment sont pilotés les moteurs, on comprend comment ils se branchent sur le contrôleur et où ils sont. Et donc, quand on a un souci, tu vois, avant-hier, je ne sais pas pour quelle raison, j'avais un capteur de fin de course qui fonctionnait pas. Je suis allé derrière, il y avait un faux contact, je l'ai renfiché dans la prise et c'est reparti. Ouais, c'est bien, c'est un bon exemple, c'est très concret. Tout de suite, tu vas au truc tout de suite parce que tu sais ce que tu as fait. Tu as commencé par faire quoi avec ton Evo? C'était quoi les premiers projets avec lesquels tu as démarré? La première chose, c'est à comprendre comment la faire fonctionner. Parce que tu as une machine, tu fais bouger ton chariot, ton truc, tu fais tourner le spindle, mais tu dis, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Donc, il y a ça. Et puis, il y a l'apprentissage de Fusion. Alors, je connaissais un peu Fusion parce que je fais de l'impression 3D. Donc, je l'utilisais déjà pour ça. Mais quand il faut passer dans la partie usinage, c'est une autre affaire. Donc, au début, tu essayes, tu fais ton petit point, tu essayes de regarder les tutos, tu fais ton centrage, tu dis c'est là que ça va se passer, puis tu n'as pas bien fait le raccord avec Fusion, puis ta machine, elle part à l'autre bout, puis à l'usine ailleurs. Tu dis, mince, puis bon, au bout de deux, trois étapes, tu te dis, bon, j'ai compris, voilà.
Ouais. Et puis voilà, donc tu commences par faire des contours, après tu fais des évidements avec des poches, et puis ça s'arrête là. Puis une fois que tu réussis, tu as envie d'aller un peu plus loin. On y va petit à petit, on commence par des petits projets. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le monde de la CNC, Fusion, c'est un logiciel qui permet de faire du dessin des pièces qu'on veut réaliser et de préparer tout l'usinage pour aller sur la machine après. Si vous avez des questions là-dessus, posez-les. Si vous avez des questions plutôt logicielles, ça, n'hésitez pas, on peut repasser après. Sinon, il y a plein de ressources qui vous permettent de montrer ça. Mais comme dit Eric, je pense qu'il faut aller étape par étape. C'est ce que tu as fait parce que tu as commencé avec l'Evo, puis tu as évolué la machine. C'est un des concepts chez nous. On commence par la petite machine de démarrage, on la fait évoluer vers une machine plus grosse qui permet de faire de la cadence. Comment ça s'est passé enfin, à quel moment tu t'es dit, en fait, c'est très bien, j'ai démarré, mais il faut que j'aille plus loin. Comment ça a cheminé dans ta tête? Le VO était très bien parce que justement, ça m'a permis de comprendre comment ça fonctionnait en y mettant un budget moindre. Je n'étais pas prêt à acheter tout de suite la grosse machine. Et donc, le VO me permettait, c'était le ticket d'entrée pour voir un petit peu comment ça fonctionnait. Et je voulais quand même une machine qui soit un peu sérieuse et un peu volumineuse parce que je ne voulais pas un petit truc qui permet d'usiner des boucles d'oreilles. Ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, je suis parti sur le VO pour cette raison. Et très vite, je me suis rendu compte que le VO était très bien, donc ça m'a permis de faire mon apprentissage, mais que je n'avais pas forcément la précision, la rapidité, la robustesse que je souhaitais. Et donc, quand je faisais des assemblages, je faisais des assemblages, mais il y avait moins de précision. Alors, je pense que ce n'est pas lié à la machine elle-même, je pense que c'est plutôt lié à l'entraînement par courroie plutôt que par vis. C'est-à-dire que la courroie, il y a un peu de flexibilité, on a facile à perdre quelques dixièmes ou quelques centièmes, et puis on se retrouve à la fin avec un truc qui boite un peu. Mais c'est une excellente machine pour faire ses débuts. Ton approche, elle a changé quand tu étais avec l'Evo, tu faisais des petits projets et tout ça, tu passes à la pro, tu as changé toi ta manière de faire ou Complètement. Comment ça a fonctionné? Complètement. Alors, déjà, je suis parti à la base avec le petit jeu de fraises que j'avais eu avec le VO. Et puis, très, très vite, j'ai commencé à m'intéresser aux fraises, aux vitesses de coupe, aux vitesses d'usinage, etc., aux profondeurs de coupe, et à comprendre plein de choses. Encore une fois, c'est étape par étape. Et puis, quand tu as une machine qui te sort le produit, l'objet que tu as voulu concevoir de manière très précise et qui ressemble et qui s'emboîte avec un assemblage pile poil, tu dis waouh, c'est top. Et donc, du coup, tu dis ça y est, ça je sais faire, je passe à l'étape du dessus. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire du 3D, je vais faire des choses comme ça, et je vais mélanger le collage et l'usinage, etc., etc. Tu parles de 3D, de tout ça. Qu'est-ce que tu fais comme projet? Qu'est-ce que tu as fait comme petite création? Par quoi est-ce que tu as peut-être démarré en te disant je veux aller plus loin? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vois, là, j'ai commencé par des petites, je ne sais pas si on voit là, des petites boîtes toutes bêtes comme ça, avec un couvercle qui s'emboîte bien dedans, c'est tout simple. Il y a un petit rebord ici qui permet de faire rentrer le couvercle, toc, et ça s'emboîte dedans. Ça fait des petites boîtes toutes simples. Donc, j'en ai donné à la famille, à mes enfants, aux amis quand je vais chez eux, voilà. Tu vois, c'est un truc tout simple. Donc, quand tu arrives à faire ça, tu dis ah, chouette, j'arrive à faire ça. Et puis après, j'ai fait des choses un peu plus compliquées, comme cette boîte encore, toujours dans les boîtes. Parce qu'avant de tailler dans une feuille de contreplaqué qui fait 3 mètres par 2, tu vois, tu perds moins de matière quand tu fais ça. Tu fais des bêtises. Ouais. Tu vois, avec un couvercle sympa, tu vois, en mélangeant un collage avec, ici, c'est de l'acacia. Voilà. Et puis après, dès que j'ai commencé à faire ça, j'ai voulu voir ce que ça donnait le 2D5. Donc, tu vois, ça, c'est une fraise en relief. C'est un usinage en relief. Ouais. Une petite feuille. Bon, j'ai trouvé le schéma sur Etsy, c'est pas moi qui l'ai dessiné. Je l'ai téléchargé, puis j'ai regardé comment je pouvais usiner ça. Donc, tu dégrossis, puis après, tu prends une petite fraise de finition à bourron et hop, tu finis ton truc. Et puis, ou alors des formes comme ça, tu vois. Je me suis amusé à faire un gros œuf. Un gros œuf pour comprendre comment on pouvait faire ce truc-là. Donc ça, c'est des choses qui sont sympas. Et puis, j'ai fait des choses un peu plus complexes, comme après, je me suis lancé dans des inserts bois. Donc, les parties noires que vous voyez là, c'est pas du laser, c'est un morceau de bois mâle qui rentre dans une partie femelle. Donc, j'ai creusé d'abord cette pièce-là. J'ai creusé la partie femelle et puis j'ai fait une partie mâle qui rentrait pile poil dedans. Donc, il y a des techniques qui sont pas simples.
qui sont pas simples. Mais voilà, c'est le genre de choses. C'est bien, c'est déjà des belles, c'est des belles créations. Je pense que beaucoup de personnes là vont se dire ah waouh, j'aimerais bien faire ça. Tu me disais avant là, tu as montré beaucoup de bois, mais tu travailles aussi un peu d'alu, de laiton, des choses comme ça. Tu travailles un petit peu de tout. Avec quoi est-ce que tu travailles généralement? Alors, généralement, et de préférence avec du bois, du bois d'arbre. Ouais, Ok. du massif. Bien sûr, du massif. Ouais. Je fais de temps en temps du panneau, parce que bon, quand tu veux faire un caisson, un truc comme ça, c'est bien facile, bien pratique d'avoir du panneau. Euh, et j'ai utilisé ma machine aussi dans du compact. Je t'avais expliqué, tu sais, ce matériau très dur. C'est comme les couches de mélamine qu'il y a sur les mélaminés, mais c'est que ça, c'est que ça. Donc c'est très dense, c'est très dur. J'ai une amie qui fait du tournage de la poterie et qui voulait avoir ce qui s'appelle un rondeau, donc une pièce qui craignait pas l'eau, sur laquelle elle pouvait faire ses créations et puis les enlever pour repartir sur une autre pièce. Donc j'ai usiné ce qui s'appelle des rondeaux et pour que ça tienne l'eau, j'ai pris du compact. Donc c'est un matériau Ouais. très dur. J'ai regardé si avec les fraises carbure que j'avais, je pouvais l'usiner. Ça se passe très bien. Sinon, du laiton ou des laitons, j'ai fait des petites plaques avec des gravures dessus. J'ai fait un meuble à chaussures pour ma fille. Derrière, je fais une petite plaque avec mon nom de papa, ma fille. Voilà. Toujours signer ses créations. Voilà, exactement. Et puis de l'aluminium, quand j'ai un besoin, quand j'ai besoin de mettre une petite pièce, de faire un petit ergot, une chose comme ça. C'est vraiment pas ce que j'usine de manière majoritaire, mais je voulais vérifier et ça passe bien. Il n'y a pas de souci. Si tu as la bonne fraise, les bonnes vitesses de coupe, ça passe bien. Tu te laisses te faire plaisir avec ce qui arrive et les projets que tu veux faire, quoi. Exactement, exactement. Aujourd'hui, j'ai changé ma façon de penser par rapport à ce que je crée. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, je fais un plan, etc. Mais la première pensée qui me vient, c'est pas comment je vais usiner mon truc avec mon rabot, mes ciseaux à bois, ma scie, etc., ou ma défonceuse. Je me dis, tiens, je vais pouvoir l'usiner comme ça, je vais pouvoir l'usiner comme ça, et je vais faire ça, ça, ça. Ouais. Et puis, pour m'agrémenter mes objets, plutôt que de me dire, je vais faire une queue d'arronde traditionnelle avec les angles fermés, etc., acérés, je fais des usinages un petit peu tordus, des petits cœurs. On peut imaginer ce qu'on veut. Je montre à l'audience des petites créations, des photos que tu nous as envoyées avant pour rendre ça un peu plus concret. Là, tu parlais de queue d'aronde. Là, tu as fait des petits. Est-ce que c'est un sous-plat en queue d'aronde? Il y a des petites boîtes que tu nous as montrées. Enfin, plein de choses. Tu disais avant, je réfléchissais à comment je vais le faire, et maintenant, c'est plutôt comment je vais l'usiner. C'est quoi ton procédé de fonctionnement avec la CNC? Tu gribouilles sur papier et puis tu passes au numérique, ou comment est-ce que tu fonctionnes? Comment ça a changé cette manière de concevoir? Alors moi, personnellement, la première chose, c'est que je passe une nuit blanche parce que j'y réfléchis. Je me dis, je veux faire ça, et puis là, je me dis, tiens, comment je vais usiner? Donc, en général, je passe une nuit blanche, mais ça c'est propre à moi. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je la conçois sur Fusion. Et puis, quand il y a les queues d'aronde traditionnelles, j'en ai fait sur ce que tu as montré avant, et je me dis, tiens, est-ce que je pourrais pas faire un truc en mettant des mortaises en forme de cœur, des mortaises débouchants, des tenons débouchants en forme de cœur, etc., ou en forme de rond ou de choses comme ça. Et puis j'avance comme ça. Ouais. Logiciel, on va pas en parler énormément, mais Fusion, comment t'as pris ça en main? Tu connaissais déjà un petit peu, hein, tu étais un peu dans l'informatique, tu commençais doucement. Comment ça t'est venu, et à partir de combien de temps tu t'es dit, ok, maintenant en fait je peux faire les projets auxquels je pense? Eh bien, ça a commencé avec l'imprimante 3D, puisque quand on veut faire des pièces, on commence avec l'imprimante 3D. Et puis, le gros morceau pour moi, ça a été de faire des pièces un peu plus compliquées. Mais bon, ça y est, c'est rentré. Pareil, en regardant des tutos, on avance pas à pas. Faut pas. Je pense que le truc pour tout ça, c'est de pas commencer en se disant, allez, je vais faire un truc très compliqué dès le départ. Donc, il faut y aller vraiment étape par étape. Fusion, c'est aussi un bon morceau à avaler. Hein. Donc, au début, on fait des choses simples. On fait des gabarits, par exemple, des gabarits d'usinage pour la défonceuse.
on peut faire des pièces toutes simples. Et puis, petit à petit, on essaie de complexifier les choses. Et puis, ça marche tellement bien qu'on se prend au jeu et on avance, quoi, tout doucement. Et à partir de quand tu t'es dit, en fait, je ne fais pas juste des projets pour apprendre, mais je suis fier de ce que j'ai fait? C'est quoi le moment où tu t'es dit, ah waouh, en fait là, c'est moi qui l'ai fait, je le maîtrise, c'est moi qui ai fait cette beauté? À partir du moment où ça marche, c'est génial, quoi. Le dessous de plat que tu m'as montré tout à l'heure, tu vois, j'ai fait des boîtes pour ma belle-mère, j'ai fait des boîtes pour mes enfants, j'ai fait des boîtes pour les amis qui nous invitent à manger. Plutôt que d'offrir un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, je dis, tiens, je laisse quelque chose derrière moi qui va être durable. Okay, sauf s'il y a le feu à la maison. Mais voilà, je laisse quelque chose qui est durable. Et à chaque fois, je suis fier. Il y a des fois, je me dis, merde, j'ai fait une connerie, j'arrive pas à assembler le truc, mais voilà, je lâche pas l'affaire. Donc, à partir du moment où tu lâches pas, tu peux faire tout ce que tu veux, ça prend du temps, mais tu vas y arriver. Ouais. Donc, à la fin, à part si les proportions sont pas bonnes, mais ça, tu le vois dans Fusion, c'est l'avantage de la CAO, tu fais ton objet, tu le fais tourner, tu regardes et tu vois ce que ça donne. Donc là, c'est bien. Et je suis globalement fier de ce que je fais. Je pense que quand on voit ce que tu fais, il y a de quoi être fier. Il y a vraiment des chouettes choses. Et moi, je vais t'inviter à manger pour que tu m'offres un beau sous plat plutôt que des fleurs. Avec plaisir. Quand tu passes en Belgique. Tu parlais juste là maintenant de petites erreurs, des fois où tu ne vois pas les proportions, des trucs comme ça. C'est quoi les erreurs de débutant que tu faisais et tu te dis maintenant, en fait, ça, je ne le fais plus, j'ai vraiment compris comment ça marche, quoi. S'il y en a, hein. Des erreurs, oui, avec la CNC, il y en a. Tu fais quelque chose, tu réalises, tu dis, tiens, je vais refaire une petite truc, et puis tu oublies de faire ton calibrage du Z, et puis tu ruines tout ce que tu as fait. Tu dis, ou tu t'oublies un petit truc, un détail, et puis tu t'aperçois que voilà, ou tu casses une fraise, ça peut arriver. Parce que maintenant j'en fais encore, hein, mais beaucoup moins, où je sais pourquoi je les ai faites. Au début, tu sais pas trop. Et des fois, je laisse ma machine tourner et puis je vais faire des courses ou je vais faire autre chose. Et puis, au son, je l'entends, je dis c'est fini ou voilà. Mais non, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Hein. Mais de la même manière, avec un ciseau à bois et un petit maillet, t'en fais des erreurs. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Même une simple perceuse à colonne, des fois, si tu débutes, tu perces à côté du trou, ton fourré, il fait ça, il ripe, et puis tu fais un trou à côté. Donc, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage. Une fois que tu as compris pourquoi tu as fait ton erreur, tu ne la fais plus. Ou tu en fais moins. Tu fais des erreurs, mais je pense que tu fais surtout des apprentissages. Tu t'adaptes aussi ta manière de travailler, tu adaptes de temps en temps aussi ta machine. Ouais. Tu me parlais avant, tu as fait des adaptations de ce que tu fais. Comment tu as pris cette machine? Tu te dis, je vais changer des choses. Comment est-ce que tu as abordé tout ça? Il y a notamment, je peux le montrer après, mais tu as fait une adaptation pour travailler verticalement, sur des choses comme ça. Tu as construit, tu t'es dit, en fait, j'aimerais bien faire ça, je vais le faire. Comment ça t'est venu? Comment tu as pu mettre ça en place? Eh bien, tu t'aperçois quand tu as une surface plane comme ça et puis que tu poses ton bois dessus et que tu découpes et que tu fais des poches, ça reste relativement limité. Tu te dis, c'est bien, mais à un moment, je voudrais faire des tenons. Par exemple, c'est l'exemple là. Je me suis dit, il faudrait que je puisse fixer mes morceaux de bois verticalement pour pouvoir usiner mes tenons en bout de bois. Je me suis dit, si je mettais un panneau à la verticale, bien d'équerre, etc., par rapport à la machine. Pardon, il y avait le son. Il n'y a pas de souci. Oui, le son n'apporte pas grand-chose. Donc voilà, en positionnant mes morceaux de bois à la verticale, je peux usiner mes tenons au bout. Ouais. C'était bien beau, je pouvais faire mes mortaises, par exemple, mais mes traverses, je ne pouvais pas les mettre dans les mortaises, donc je me suis dit, il faut que je trouve une combine. Donc tu l'as fait, tu t'es dit, ok, je fais par du simple, et puis en fait, ça je peux le faire, je vais l'adapter. Et c'est là que nous, ça me fait plaisir, moi, de voir ça, parce que nous, on fait tout en modulaire, on fait tout en open source pour que les personnes aient les plans. Et c'est chouette de voir que des personnes comme toi qui se sentent de pouvoir amener des améliorations et des choses comme ça puissent l'amener. C'est pour ça qu'on travaille, plutôt que l'équipe produit travaille derrière pour avoir des choses qui soient accessibles et modulaires pour tout le monde.
Quentin m'a un peu aidé sur le sujet. J'ai appelé le support de chez Mechanica en disant je voudrais faire ça, etc., etc. Alors, la première approche, c'est de dire bah non, on n'a pas le kit qui permet de le faire, mais je lui ai commandé, je lui ai dit je voudrais les profilés comme ça qui s'adaptent avec les cornières, bam, bam, bam. Et puis j'ai fait mon support, j'ai mis mon morceau de bois dessus, et puis j'ai mis ma table verticale dessus avec des trous, des machins pour clamper mes pièces, et puis c'est parti. Tu commences à avoir une sacrée expérience. Enfin, tu fais quand même des très beaux projets et tout ça. Tu le dis humblement, mais vraiment, c'est des très belles pièces. Quels sont des conseils que tu donnerais? Il y a des gens, je pense ici, qui nous regardent, qui ne connaissent pas forcément le fraisage numérique. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces gens-là? Est-ce qu'il y a des choses que tu recommanderais, des directions dans lesquelles aller, peut-être des directions à éviter? Je pense que, comme je l'ai dit tout au long de ce que j'ai expliqué, il faut y aller étape par étape. Ça, c'est la première chose. Enfin, la première chose, c'est qu'il faut pas avoir peur de la CNC. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est une grosse bête, on ne sait pas par quel bout la prendre au départ, mais ça vient petit à petit. Il faut commencer par des choses simples. Il faut être effectivement... il faut remettre son travail sur l'édifice quand ça ne fonctionne pas, pour essayer de comprendre ce qui ne va pas, refaire encore quand ça ne marche pas. Et ouais, je pense que quelqu'un qui est à peu près correctement cortiqué, il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Hein. J'ai une petite jeune femme qui vient bosser avec moi dans mon atelier 2 fois par semaine parce qu'elle a passé son CAP d'ébéniste, elle était architecte à la base. A priori, ça ne lui a pas plu du tout le monde de l'architecte, de l'architecture. Et elle a laissé tomber, elle a repassé un CAP d'ébéniste. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'elle a appris tout un tas de choses à faire à la main, de façon traditionnelle. Et puis quand elle est arrivée, je m'apercevais qu'elle ne savait pas faire grand-chose finalement. Elle a le CAP, elle est ébéniste, pas moi. Mais elle ne sait pas faire des choses, alors j'y arrive. Et tout doucement, je lui apprends, on bosse ensemble et je lui apprends ce que j'ai appris. Je évite les écueils dans lesquels je suis moi tombé au départ, mais globalement, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Il n'y a rien d'insurmontable. Et je pense que c'est aussi intéressant pour voir la complémentarité de quelqu'un qui a de la connaissance derrière manuel et tout ça, et quelqu'un qui aborde aussi le numérique. Je pense que c'est un exemple de ce mélange un peu des approches. Ça fonctionne assez bien. Alors, le numérique peut faire peur à certains. C'est sûr que si les gens n'ont pas de PC, ne savent pas comment utiliser une souris et un clavier, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens savent se servir d'un PC et d'un petit logiciel et d'avancer comme ça. Bon, à partir de là, on apprend petit à petit. Il faut y consacrer du temps, certes, hein, il faut y consacrer du temps. Mais rien d'insurmontable, rien de... Et puis on a de l'aide de partout. Aujourd'hui, on va sur YouTube, il y a des tutos de partout. Moi, au début, j'ai passé plein de temps avec le support de Mechanica parce que je disais, là, j'arrive pas. J'ai partagé des créations avec Quentin qui m'a dit, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Parce que je faisais des choses au départ, j'avais un usinage de 20 heures. Je fait la table que tu as montrée tout à l'heure, on ne le voit pas, mais le dessous est bombé comme ça. Voilà, celle-là, on ne la voit pas bien, là, mais elles sont bombées en dessous. On le devine un peu sur la partie avant de la table, mais elles sont bombées sur le dessous. Et ça, l'usinage de cette partie-là, c'était une 20aine d'heures. Et je dis à Quentin, mais je ne veux pas la laisser tourner toute la nuit avec l'aspirateur, etc. Je ne vais pas dormir, quoi. Et il m'a dit, tu peux couper ton usinage en 2 parties ou en 3 parties et puis y aller progressivement. Et j'ai appris plein de choses. Ou arrêter un usinage pour repartir. Donc, Quentin m'a appris ces choses-là. L'intitulé du live aujourd'hui, c'était « Faire des pièces dont on est fier ». C'est quoi la pièce dont tu es le plus fier? Et tu te dis maintenant, ça, c'est vraiment mon chef-d'œuvre. Il y en aura sûrement d'autres, mais... Oui. La dernière dont je suis assez fier, c'est le fauteuil que j'ai réalisé sans grosse connaissance de tout ce qui est assise, parce que c'est un vrai savoir-faire. Voilà, c'est ce fauteuil-là. Je ne l'ai pas en version finie, mais on l'a pas en version finie. Bon. Mais voilà, après, j'ai fait de la corde danoise dessus.
tressé, c'est plutôt très sympa. Alors celui-là, c'est le modèle en frêne, mais j'ai fait un modèle en noyer maintenant. J'ai fait un premier prototype et je me suis aperçu qu'il y avait des points de faiblesse, donc j'ai renforcé, mais c'est juste le dessin que j'ai changé, hein, sinon l'idée reste la même. Et l'usinage, on voit les morceaux à côté là, qui sont usinés en prévision de la fabrication du siège. Et c'est chouette de voir ici, je pense, les fichiers de préparation qui se mettent à côté, comme ça on peut voir comment tout à plat peut après donner une pièce en 3D comme ça. J'ai pas la version finie, mais on la rajoutera, je pense, en lien. On mettra ça, ou si vous voulez avoir les contacts de Eric pour pouvoir échanger avec lui, je pense contactez-nous et on pourra regarder ça. Je vois qu'il y a dans la complexité, là, il y a pas mal de choses. Là, tu as fait beaucoup d'assemblage, tu as fait des pièces par retournement. Toutes ces choses-là, à chaque fois, c'est de l'apprentissage. Ouais. Tu vas étape par étape. Tu te dis, Ouais. je démarre, j'arrête. Enfin, pas j'arrête, mais je sens que j'atteins mes limites. Toi, quelles sont tes ressources principales? Tu parlais rapidement avant de quelques vidéos et tout ça. Comment tu fais au quotidien quand tu es bloqué? Est-ce que tu as des endroits à recommander ou des choses comme ça? Eh bien, ouais, je pense que la majorité des choses que je trouve ou que je veux faire, je les trouve sur YouTube. Je me suis abonné à pas mal de chaînes de gars qui. Alors, c'est des chaînes, pour la plupart, en anglais. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'Américains qui ont des CNC, qui font des choses. J'ai la chance de parler l'anglais, donc ça ne me pose pas de soucis. Mais je pense que même sans parler l'anglais, on peut arriver à suivre et voir ce que les mecs mettent en œuvre, etc. Si derrière, on n'a pas compris comment ils le faisaient, eh bien, on peut se retourner vers le support de Mechanica en disant je voudrais faire comme ça, etc. Ça va pas, je comprends pas, il me manque quelque chose, je bute. Le voilà, le fauteuil terminé. Merci à Sukaina qui a entendu le live, collègue de marketing, et qui ramène le fauteuil. Efficacité. Voilà le fauteuil terminé. Donc, on a vu la structure tout à l'heure qui était le premier prototype que j'ai fait en frêne. Et quand j'ai vu que ça me plaisait bien, eh bien, je l'ai fait en noyer et donc je l'ai habillé avec de la corde danoise. Donc c'est très sympa, je trouve. Ouais. C'est des chouettes cadeaux, des chouettes meubles, et je pense que effectivement c'est une belle pièce dont on peut être fier, avec laquelle que tu as fait toi-même depuis A à Z. Voilà. Donc en type de ressources anglophone, mais il y a aussi pas mal de choses. Il me semble que tu as aussi échangé pas mal avec des personnes de la communauté de Mechanica. On essaye de mettre ça aussi en place. Tu me disais Christophe qui est passé chez toi, des choses comme ça. Ça t'aide, toi, de partager avec d'autres? Enfin, qu'est-ce que tu apprends dans ces échanges avec d'autres utilisateurs? Peut-être confronté aussi à d'autres personnes qui font pas de l'usinage numérique. Comment est-ce que tu abordes ces choses-là avec d'autres confrères, on va dire? Ouais, moi je suis convaincu que le partage, c'est essentiel dans la vie. De transmettre ce qu'on sait, c'est important. Alors, je pense que c'est quelque chose qui vient avec l'âge aussi. J'ai envie de transmettre ce que j'ai découvert, ce que j'ai fait, comment je fais, etc., etc. Et j'ai un peu perdu cet esprit de compétition où je veux être meilleur que l'autre. Donc ça tombe bien. C'est toujours un peu comme ça que j'ai fonctionné. C'est vrai que quand on est commercial et qu'on a un concurrent, c'est pas forcément comme ça qu'on fonctionne. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment ma philosophie de vie. J'ai rencontré Christophe à la soirée que tu avais organisée avec plein d'autres. Je lui ai donné l'idée de faire la table verticale. Il m'a donné d'autres idées en retour. On a fait plein de choses sympas ensemble. Et puis, le fauteuil que tu as montré tout à l'heure, lui, il a pris un stand au salon à la Foire de Lyon. Le fauteuil sera exposé. Il m'a dit, si tu veux, tu viens le mettre sur notre stand, ça va avec grand plaisir. Et en parallèle, ce fauteuil, j'ai l'idée de l'habiller en cuir plutôt que de faire de la corde danoise, de faire de la corde, une assise et un dossier en cuir. Donc, j'ai acheté deux peaux de bête et j'ai un autre ami qui m'a été indiqué par Christophe, qui lui travaille le cuir et qui va nous faire ça. Donc, il est en train de bosser dessus. Là, dans 2-3 jours, on devrait voir à quoi ça ressemble. Ah, c'est chouette. Tu parles de tes futurs projets. Tu as d'autres choses un peu dans les cartons là, qui va arriver sur la CNC? Ouais, je suis en train de réfléchir à faire un meuble tout en courbe, comme ça, courbe sur. Et donc, je suis en train de réfléchir à ça et je me dis que c'est un meuble comme ça, c'est quelque chose qui
qui pourrait être réalisé par un ébéniste déjà bien avancé, aguerri, etc., etc. Et je me dis, bah voilà, moi, sans connaissance. Alors si, j'ai quand même regardé pas mal de tutos pour savoir le fil du bois, pour savoir des choses comme ça. Mais bon, il faut un minimum de compréhension de comment est le bois, comment il travaille. Mais ce truc-là, je pense que je dois pouvoir le réaliser par moi-même. Ouais. Il y a quand même clairement un savoir derrière. Ouais, un Dans, minimum. dans le chat, il y a quelqu'un qui nous pose, on va y revenir après, mais sur comment choisir les fraises et des choses comme ça, il y a tellement de la diversité. Je pense que tu en parlais avant, hein, mais le fraisage numérique, la CNC et tout ça, c'est du étape par étape. Et à chaque étape, je pense qu'on apprend. On fait des erreurs, mais à chaque fois, c'est un apprentissage et on peut le mettre en pratique dans ce qu'on fait après. Et ça passe parce que je pense que tu as expliqué là. Tu fais une pièce, tu te trompes peut-être de bois ou de fraises, tu redémarres, tu refais autre chose. Et j'ai l'impression, en tout cas chez toi, c'est aussi ce qui est stimulant, c'est de te dire, ben, j'ai ce challenge, je veux faire cette pièce-là, et en fait, ben, j'ai l'outil qui me permet d'y aller. Un exemple, tu veux faire une découpe sur une pièce dans un panneau de bois, tu t'aperçois qu'il y a des arrachements. Tu regardes, tu te dis, merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que tu commences à te poser la question. Tu dis, est-ce que c'est ma vitesse de rotation? Est-ce que c'est ma vitesse d'avance? Est-ce que je prends des trop grosses passes? Ou est-ce que c'est ma fraise qui est pas la bonne? Et alors, il y a un outil que j'utilise aussi pas mal, c'est ChatGPT, l'intelligence artificielle. Quand je découpe dans un nouveau matériau, avec une fraise que je connais pas, et ben, je lui pose la question, je dis, bah voilà, je veux découper tel bois, avec telle fraise, j'ai une broche qui fait 2 kilos de puissance, quels sont les paramètres de coupe que je dois utiliser? Et le ChatGPT est fantastique, quoi. Hein. Ouais. Je pense que l'intelligence artificielle va amener des belles avancées là-dessus aussi. Évidemment, on regarde aussi ça d'un œil assez intéressé, parce que je pense que la barrière reste quand même un peu numérique. Hein. Il y a quand même de l'apprentissage. Tu parlais de fusion et tout ça. S'il y a des questions sur le logiciel et tout, n'hésitez pas. Je pense qu'Eric pourra vous donner des bons conseils. Mais il y a de plus en plus aussi de ressources qui nous permettent de pouvoir être plus autonomes. Et je pense aussi que c'est intéressant de partager avec d'autres, d'avoir des retours d'autres personnes et tout ça, parce que c'est en faisant qu'on apprend, et avoir le savoir d'une personne à côté. C'est Christophe qui est venu voir chez toi, toi tu vas voir chez Christophe, et en fait, voilà, ça rentre complètement dans la philosophie de Nikenka, et c'est chouette d'en entendre. Et je retrouve dans ce monde open source, je retrouve une espèce de grande famille où les gens sont pas en rivalité les uns avec les autres, sont vraiment. Alors, il y en a certainement qui vont être en rivalité, mais c'est sûr que si tu fais la même chose que le copain et puis que tu vas lui prendre sa place à la foire, ça va pas lui plaire, ou chez un client. Mais il y a cette notion de partage, cet esprit d'équipe, cet esprit d'entraide qui est primordial à mon avis. Hein. Ouais. Et il y a Hubert qui rajoute là dans le chat qui dit, n'ayant pas eu de formation DAO, une formation fusion reste essentielle. Comment toi tu t'es, enfin on reviendra aux questions après, mais toi tu l'expliques, tu as commencé doucement par des petits projets et tu as avancé pas à pas, quoi. Alors formation oui, mais le problème des formations, c'est que déjà ça coûte pas mal d'argent, et que souvent on n'a pas ce qu'on vient chercher, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on trouve pas forcément. C'est-à-dire les formations sont formatées, et si on veut faire quelque chose qui est en dehors de cette formation, on va récupérer quelques bases. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses, encore une fois, sur YouTube, je me répète, mais je pourrais donner des liens de YouTubeurs qui sont très bien pour débuter sur Fusion. Hein. Tu commences par faire une fraise, un cylindre, tu le troues, tu le perces, tu comprends le principe de l'esquisse, de l'extrusion, et puis tu avances comme ça. Alors après, quand tu veux faire des choses un peu compliquées avec des splines, des machins, ça devient un peu plus compliqué, mais encore une fois, il faut y aller par étapes. Il ne faut pas vouloir faire la tour Eiffel avec sa CNC dès qu'on l'a reçue sur la palette, quoi. Ça ne marchera pas. Il faut y aller petit à petit, et il faut s'accorder ce temps d'apprentissage. Et c'est pareil pour Fusion. Fusion, c'est pas. Il y a plein de choses que je sais pas faire sur Fusion, hein, mais et puis il y a des fois, je bute sur des problèmes, mais je cherche, je creuse, et puis je finis par trouver. Faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est une belle leçon. Ouais, faut pas lâcher. On arrive justement à la fin de cette petite discussion. On est déjà aux 3/4 d'heure de discussion. On va laisser du temps pour des questions-réponses. Pour conclure un petit peu tout ça, si tu revois, toi, ton parcours depuis le début, en disant je faisais des petites créations et tout, et puis je suis passé à la CNC et tout,
tu recommencerais comme ça? Il y a des choses que tu changerais? Tu irais sur une machine Mechanica, tu irais sur d'autres options? Quel serait, si tu te revois en arrière quelques années avant, est-ce que tu te dirais, bah ouais, en fait, ça c'est le parcours qui est bien, qui me correspond? Oui, je pense que ça me correspond. Je pense que peut-être que ce que je ferais différemment, c'est que avec ce que je sais maintenant, je partirais peut-être plus directement sur le modèle Pro que de passer par le modèle Evo, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure. Mais sinon, non. Je pense que peut-être que dans la conception de mon atelier, je prendrais une scie à format un peu plus petite et une CNC un peu plus grande. Mais non, sinon, je pense que voilà, je suis assez content d'avoir avancé comme ça. Et puis un peu par moi-même quand même. Hein, je me suis débrouillé tout seul, donc ça va. Donc c'est voilà, commercial, hein, directeur commercial, je me retrouve à faire de la CNC. Rien d'insurmontable. Ouais. Bah, c'est chouette. Je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes ici qui nous regardent et répondre à pas mal de points d'interrogation, voire s'identifier en disant est-ce que moi aussi je Ouais. pourrais arriver à faire ce genre de choses-là. On va passer aux questions-réponses parce que voir, ben voilà, il nous reste un bon 10 minutes pour pouvoir là-dessus. Juste avant de passer aux questions-réponses, petit rappel pour les gens qui ne l'auraient pas vu, on fait une offre spéciale là sur les machines, justement le modèle Pro dont Eric parlait juste maintenant. Donc c'est un modèle de machine qui s'adresse à, c'est ce que j'ai là derrière moi, qui s'adresse à des personnes qui peuvent débuter, hein, mais qui veulent une machine qui soit de qualité, qui permet aussi de faire de la production. Ici, on parle plus dans un optique de création et de faire des projets, etc. Mais on peut faire aussi de la production plus intensive sur ceci. On n'en parle pas forcément dans ce live-ci, mais on essaiera dans le futur de faire plus une optique production et création à plus grande échelle. Et donc, sur ce modèle Pro, ici, on vous offre le sabot d'aspiration, le kit d'aspiration, pour que vous n'ayez pas à vous tracasser de vos copeaux qui balancent dans tous les sens. Vous branchez juste à votre aspirateur. Donc, c'est une offre d'environ 460 € hors TVA qui est offerte sur les machines. Donc, si vous réfléchissez, vous dites pourquoi pas, contactez-nous, revenez vers nous, on vous fait profiter de ça, c'est valable jusqu'à la fin du mois. Voilà, petit instant promotionnel ici. On va retourner du coup aux questions-réponses. Si vous avez des questions, c'est le moment d'en poser. Il y en a quelques-unes qui sont passées. Hop, je remets Eric. Pardon, te voilà. Il y a quelques petites questions qui sont passées ici dans le chat. On va y arriver. N'hésitez pas maintenant à les poser si vous en avez. On a Hubert qui nous demande est-ce que Mechanica peut répondre à une formation continue sur 2-3 jours avec un coût acceptable? Alors, c'est plutôt une question pour moi, mais pour répondre rapidement, on peut vous fournir de la formation. On a plusieurs solutions. Hein. On a Xavier chez nous, que vous avez peut-être déjà vu, on était en live la fois passée, qui lui peut vous faire de la formation. Les tarifs vont dépendre, mais on va être aux alentours d'une centaine d'euros de l'heure pour être formé avec Xavier. Ça dépend évidemment de votre projet et tout ça. Mais donc voilà, ça vous permet en 2-3 jours de voir tout l'aspect fusion, comment je vais sur la machine, comment je progresse. On a aussi des partenariats avec des formateurs français qui sont certifiés Calliope. Donc, si vous avez des budgets formation, des choses comme ça peut être aussi subsidié pour que vous puissiez être accessible. Donc voilà, n'hésitez pas. Eric parlait aussi de ressources de chaîne YouTube qu'il a qui sont intéressantes. Si vous voulez ça, renvoyez-nous un petit mail après et on verra pour vous mettre en contact avec Eric ou partager ses ressources. Avec plaisir. On est en train aussi de mettre en place chez Mechanica un réseau d'ambassadeurs, hein, dont Eric va clairement faire partie, des personnes qui utilisent des machines, qui savent comment ça fonctionne et qui peuvent vous accueillir ou même avoir juste un coup de fil pour vous expliquer un petit peu tout ça et aller un peu plus dans le détail de votre projet à vous. Pour que vous puissiez vous apprendre d'une personne qui a appris, qui a eu pas mal le même parcours. Hein, Hubert, tu dis aussi que tu as le même parcours qu'Eric. Voilà, ça permet de se rendre compte aussi de vraies expériences de personnes. On avait une question précédemment de Quentin qui demandait expliquer un petit peu comment on choisit ses fraises. Il y a tellement une variété de fraises que c'est compliqué. Eric, comment tu as fait, toi, là-dessus? Comment tu as démarré? Comment j'ai démarré? Déjà, dans Fusion, il y a toute une palanquée de fraises qui sont indiquées. Je pense qu'il faut
grosso modo, il y a… oui, c'est compliqué les fraises. Au départ, là, on pourrait ouvrir un chapitre qui est long. Comment j'ai fait? J'ai débuté avec les fraises que j'avais. Donc, au départ, Mechanica en fournit quelques-unes. Donc, on les utilise. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui vont pas bien, comme je disais tout à l'heure, où il y a des arrachements, où il y a des finitions qui sont pas terribles. Et c'est là qu'on se dit, il me manque peut-être je sais pas, je dis n'importe quoi, une fraise à compression, ou il me manque une fraise à bordure, ou il me manque une fraise à chanfreiner, ou voilà. Et j'ai acheté mes fraises petit à petit en me disant, tiens, le prochain truc, je vais faire un petit chanfrein sur le côté, ou tiens, je vais essayer de faire du panneau en prenant une fraise à compression. Bon, si vous cherchez fraise à compression, vous allez comprendre en regardant de quoi je parle, parce que c'est compliqué de tout expliquer d'un coup comme ça en 2 minutes, mais voilà, faut commencer encore une fois petit avec les fraises qu'on a à disposition. 3-4 fraises suffisent. Elles sont fournies d'ailleurs par Mechanica. Et puis, voilà, selon ce qu'on a envie de faire, ces projets, on se dit, tiens, j'ai envie d'écrire quelque chose sur un panneau. On prend une fraise à graver, puis on essaye. Et puis après, on essaye autrement. Et puis, on voit ce que ça rend. On fait des petits essais. J'ai fait plein de petits tests, moi, au départ. Je pense que c'est la clé, hein. On en parlait dans un live précédent avec David Brosse, qui est à Doc Menuiserie, qui fait aussi des chaises, des fauteuils, des choses comme ça. Et il le disait aussi très clairement. Il a pris ces matériaux et il a passé des matinées, des après-midi en disant en fait, je teste ma fraise, je regarde, est-ce que ça donne, est-ce que c'est l'idéal pour ma production? Est-ce que c'est comme ça que ça a fonctionné? Alors, on ne démarre pas de rien. Là, mon collègue Quentin a répondu à Quentin dans le chat en envoyant un petit article. Il y a plein de ressources, il y a plein de théories derrière. Mais la fraise, c'est vraiment une théorie derrière, de nombre de dents, d'ellipses, de ces choses-là. Il faut connaître un petit peu cette partie théorie, mais après, en fait, c'est de la pratique. Comme dit Eric, on prend 3-4 types de fraises, on les teste et on peaufine ces paramètres en fonction de ce qu'on va recommander, parce que ça va dépendre de la matière, ça va dépendre du fournisseur, ça va dépendre de tellement d'aspects qu'en fait, chacun va avoir sa propre approche. Et au début, on fait un petit peu en fonction de ce qu'on nous recommande et puis on avance. Mais on a pas mal de ressources. Quentin, si tu as des questions là-dessus et que tu veux en discuter plus précisément sur le projet, contacte-nous sur notre site internet et on peut en discuter directement et aller plus en détail pour voir là-dessus. On a plein d'exemples de personnes qui travaillent avec des fraises. J'ai une autre question plus technique et plus pour moi, désolé Eric, c'est une fois à moi de répondre. Je sais que tu étais peut-être aussi intéressé là-dessus. On nous demande si on travaille toujours sur un IZ, donc un Z encore plus élevé. Donc le Z, c'est la, et hop, si j'arrive à le montrer, la hauteur ici. Ah non, du coup, la caméra zoom, ce qu'elle ne devait pas faire. Il faut que j'arrive à dézoomer. Du coup, hop, je vais juste me désactiver et revenir pour dézoomer. Il faut que j'arrive à dézoomer. Voilà, pardon. C'est du coup derrière la hauteur qu'on peut pouvoir fraiser, donc l'épaisseur du matériau sur lequel on va travailler. Ici, chez Mechanica, on offre 90 mm sur une Pro ou sur une Fab. On est en train de travailler sur une augmentation encore plus grande pour travailler jusqu'à entre 15 à 20 cm d'épaisseur de matière. C'est en train d'être développé. Juste en face de moi, là, j'ai une machine de l'autre côté, je ne peux pas vous la montrer, mais qui est en train d'être testée, où justement on a cette augmentation. Donc ça arrive, c'est dans les ateliers ici, et on va essayer de rendre tout ça accessible pour que les personnes qui aient déjà des machines puissent faire l'adaptation eux-mêmes. Est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres choses auxquelles on peut répondre maintenant tout de suite? Je ne vois plus forcément de questions dans le chat. On avait des questions en amont. Je vais voir si on a une qui pourrait être intéressante à parler maintenant. Oui, dans les descriptions, on parlait d'assemblage. On a parlé un petit peu de queue d'aronde que tu faisais et ces choses-là. À nouveau, comment est-ce que toi, tu as travaillé sur la tolérance de ces assemblages? C'est tout le temps quelque chose qui est compliqué quand on le fait à la main, quand on le fait à la CNC. Encore plus compliqué. Comment est-ce que tu as abordé ça? C'est relativement simple, hein. Déjà, quand on commence, on fait une partie femelle de la même dimension que la partie mâle qui va rentrer dedans. On s'aperçoit que ça ne rentre pas, donc on pense, hein, donc ça ne va pas bien. Et puis, on reprend le truc. On s'aperçoit que généralement, il faut un jeu d'environ 2 dixièmes pour que ça rentre un peu serré. Entre 15 centièmes et 20 centièmes. Et si on veut quelque chose d'un peu plus lâche, on va partir vers les 3 dixièmes. Voilà.
Bon, c'est une question d'habitude. Je le sais maintenant, donc quand je veux qu'une pièce rentre dans une autre, je mets ça. Ouais. Dans les questions qu'on avait reçues en amont, là, je fais un petit peu le tour. Hein. Enfin, on l'a fait quand on discutait ensemble pendant la discussion ici. Donc, si dans le chat, on n'a pas forcément d'autres questions pour le moment, n'hésitez pas, s'il y a des choses qui viennent, que vous regardez ici ce live plus tard ou que vous dites « Ah, j'aurais dû poser cette question-là », venez, contactez-nous, mechanica.io sur notre site internet, posez nos questions, on revient vers vous. Si vous voulez avoir un retour de Eric, on demandera s'il est disponible et on pourra vous mettre en contact directement si vous voulez échanger avec lui. Avec plaisir. De manière plus générale, on a aussi un canal Discord sur lequel, donc Discord c'est un forum en ligne sur lequel on a environ 600, quelque chose comme ça, 600 utilisateurs qui sont connectés, des gens qui sont utilisateurs de machines, qui ne sont pas encore utilisateurs de machines, mais qui utilisent d'autres CNC, et ça permet d'échanger aussi là-dessus. Donc là, je vous invite, on mettra en lien dans la description et peut-être à la fin du live ici. Vous pouvez vous enregistrer là-dessus, il faut juste une petite adresse mail. Et là, vous avez plein de conseils. Il y a plein de gens qui partagent aussi les projets qu'ils ont faits, des petites améliorations, des petits conseils, tout ça. L'idée, c'est de profiter de la communauté qu'on est en train de construire pour que ça puisse vous aider, vous aussi, dans ce que vous mettez en place. Moi, je peux peut-être ajouter une chose qu'on n'a pas évoquée, mais les gens peuvent peut-être se poser la question de savoir à qui s'adresse la CNC. Et moi, je vois grosso modo 3 grosses catégories. La première, c'est les agenceurs, clairement, parce qu'ils vont pouvoir découper leurs panneaux, faire leurs caissons et réaliser un gain substantiel sur ce qu'ils, pour la plupart, achètent directement tout fait ou vont chercher chez des fournisseurs de panneaux qui le font pour eux, mais ça leur coûte très cher. J'en ai fait l'expérience. Je pense que ça peut aussi intéresser tous les ébénistes ou les gars qui travaillent le bois aujourd'hui de façon traditionnelle. À partir du moment où ils ont un petit ordinateur et quelques connaissances de base et qu'ils apprennent, il y a beaucoup des travaux qu'ils font qui vont pouvoir être faits et réalisés par la machine, avec une précision inégalée, quoi. Ça, je pense que c'est une autre catégorie. Et puis, en fait, il y a aussi tous les autres, ou les mélanges de tout ça, les gens, les hobbyistes, les gens qui ont envie de faire des choses, de réaliser des choses sans avoir forcément toutes les connaissances de la façon dont on réalise une queue d'aronde à la main, etc. etc. Et voilà. C'est ouvert à un public très, très large en final. Oui, et pour ajouter à ce que tu dis, nous, en tant que, on reçoit beaucoup de contacts de plein de gens et les projets vont vraiment dans tous les sens. On a de tout. On a des gens qui travaillent beaucoup de bois, on a des gens qui travaillent de l'aluminium, on a des gens qui font de la signalétique, on a des gens qui... On a plein de projets et en fait, le frais numérique fait encore un petit peu peur à l'heure actuelle. Il y a des fois où on se dit comment est-ce que je vais là-dedans? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Parce qu'on a l'idée de machines qui sont énormes, inaccessibles, financièrement et techniquement. Et là, on essaie de casser aussi cette barrière pour qu'à peu près n'importe qui puisse le faire, parce que plein de projets peuvent être réalisés là-dessus. Et il me semble que ça ouvre aussi pas mal de portes. On le voit bien, ce que tu fais, Eric, tous ces petits projets que tu arrives à faire maintenant. On va arriver sur la fin de notre live. Je vois qu'on a une question sur le passage de câbles, etc. C'est du plus technique, donc je ne vais pas forcément en parler ici, mais c'est aussi des projets sur lesquels on améliore. Donc, si tu as une machine, je ne reconnais pas sur le pseudo, je ne sais pas exactement qui c'est, mais si tu as une machine, contacte le service après-vente ou envoie même sur le Discord et on te donnera des astuces sur comment faire. Merci Eric, merci pour ton temps, merci pour ton témoignage, c'est très intéressant. Merci d'avoir partagé ton témoignage, merci d'avoir pris le temps de montrer tout ça. Je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes. Et moi, personnellement, ça me fait aussi plaisir de voir qu'il y a des gens comme toi qui font partie de notre communauté parce qu'on se rend compte que c'est pour ça qu'on bosse. C'est pour ça que les équipes produits chez nous se cassent la tête à faire des choses qui soient modulaires, qui soient adaptables, que l'équipe marketing renseigne un maximum, en production, ils préparent toutes les commandes avec attention et tout. Quand on voit ce genre de témoignage, ça fait vraiment plaisir et on se rend compte de l'importance du travail qu'on fait jour le jour. Donc, merci beaucoup à toi. On dit bravo Eric dans le chat et c'est le cas. Bravo aussi pour les belles créations que tu fais. Avec plaisir. Et puis surtout, tu l'as compris, enfin vous l'avez tous compris, ça fait partie de ma philosophie que
de partager et d'expliquer ce que j'ai pu faire. Et je suis ravi d'aider les gens. S'ils ont des questions, on en discutera avec Julien après sur la façon de procéder. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de m'exprimer sur votre chaîne. C'est aussi un plaisir. C'est toujours très chouette et j'espère qu'on se recroisera sur d'autres événements. On en refera d'autres. J'en suis sûr, j'en suis sûr. Et ça me permet de reparler un petit peu des prochaines grosses choses de chez Mechanica. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par une machine que vous voulez en discuter. Ça vous a peut-être donné quelques envies ici de projets, des choses comme ça. Vous savez peut-être pas si c'est fait pour vous. Contactez-nous, on vous rappelle, on en discute ensemble et s'il faut, on vous met en contact avec des personnes comme Eric qui peuvent partager leur expérience et se rapprocher de ce que vous faites. N'oubliez pas non plus l'offre ici jusqu'à la fin du mois. Si vous voulez acheter une CNC Pro, on vous offre du coup toute l'aspiration. Là, on peut vous faire un devis sur mesure pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si vous avez d'autres besoins, d'autres questions, d'autres thèmes de live ou des choses comme ça, n'hésitez pas non plus à nous le proposer. On est toujours, enfin, on cherche à pouvoir vous donner le max d'informations et le max de choses qui sont intéressantes pour vous. Donc, s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite dans des futures vidéos, dans des futurs thèmes, n'hésitez pas. Eric, merci à nouveau à toi. Je pense que tu n'as pas encore de page d'entreprise, des choses comme ça, tu ne cherches pas forcément à l'avoir. Si on veut te mettre en contact, peut-être que je pourrais faire des mails d'introduction si les personnes veulent échanger avec toi. Ouais, sans problème, sans problème. S'il y a des gens de la région Rhône-Alpes prêts à se déplacer, je veux bien leur accorder quelques heures et leur montrer ma machine, comment je travaille. C'est avec grand plaisir. Super, Donc, on passera par le biais de Mechanica pour le faire, de manière à ce que tout reste sous contrôle et que tu vois ce qui se passe. Mais oui, bien sûr. Et je pense même si c'est pas du projet CNC, si vous êtes dans la région et que en fait vous avez envie d'échanger avec un passionné du bois et de la création, c'est très chouette aussi. Vous ne devez pas forcément de parler que de ça et voir un petit peu tout ça. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce live. J'espère que ça vous a appris pas mal de choses. Si vous avez des questions, contactez-nous. N'hésitez pas à suivre Mechanica sur les réseaux sociaux aussi, mechanica.io sur tous nos réseaux, pour que vous puissiez être au courant de nos futures actualités. On partage beaucoup de cas d'usage, des choses comme ça, et on va prévoir de nouvelles discussions comme celle-ci. Eric, un petit mot de la fin. Je t'envoie la patate chaude ici. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu veux pouvoir partager avec tous les gens qui sont encore là pour... Le message va être le même que celui que j'ai passé tout au long de ma présentation. C'est n'hésitez pas, c'est pas insurmontable. Et puis, lancez-vous. Le bois, c'est une matière magique. Le bois ou tout autant de choses, hein, le plastique, la résine. Enfin, on peut faire plein de choses avec la CNC, même le métal. Donc, n'hésitez pas. C'est à la portée de tout un chacun, je pense. Eh ben, je pense que c'est très bien. Ça conclut très bien ça. Et c'est à la portée pour arriver à des choses dont on est fier. Ce qui était l'objectif de vous partager aujourd'hui. Merci à tous. Merci d'avoir suivi. On vous souhaite une très bonne après-midi. À très bientôt, j'espère. N'hésitez pas à revenir vers nous. On a eu des petits messages de félicitations. Eric, tu pourras aller revoir, ça te fera plaisir. Daniel qui est même jaloux de ce que tu arrives à faire. C'est très bien. Eh bien voilà, à très bientôt tout le monde. Merci beaucoup, très bon après-midi. Merci Eric et on se revoit à la prochaine. Merci à toutes et à tous.